Vous êtes toujours sur TV Bruit à Grenoble, à l'université d'été solidaire et rebelle organisée par Attaque et le CRID. Et je suis avec Clémence Dubois. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de campagne pour l'ONG 350.org et on va parler de justice climatique qui est un vaste sujet. On va essayer de faire simple. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire qu'est-ce que c'est la justice climatique ? Alors la justice climatique, c'est la prise de conscience que les impacts du dérèglement climatique, le dérèglement climatique lui-même, ses causes, ses conséquences, ne nous affectent pas tous et toutes de manière similaire. C'est aussi comprendre que si nous ne sommes pas tous affectés de manière similaire, nous devons en revanche tous nous organiser pour changer le système qui génère les inégalités, donc les inégalités sociales, mais les inégalités aussi de genre, les inégalités qui sont liées aux différentes origines, pour s'attaquer vraiment au système, pour vraiment sauver le climat. Alors, la justice climatique a un lien fondamental avec, comme vous l'avez dit, la lutte contre les injustices et la justice sociale. Comment est-ce que vous expliquez cette jonction entre la justice sociale et la justice climatique ? Pendant des années, en fait, quand on a pris conscience du problème du dérèglement climatique, on a essayé d'introduire le sujet comme nous réunissant toutes et tous en tant qu'êtres humains et en disant il faut trouver une solution. Et en réalité, si on regarde, comme je le disais, les causes du dérèglement climatique, eh bien, ce ne sont pas liées nécessairement qu'à notre mode de fonctionnement en tant qu'individu, mais c'est lié au système capitaliste d'emblée. Il y a des études qui montrent, par exemple, comment 90 multinationales sont responsables de la plupart des émissions de gaz à effet de serre. Et le fonctionnement de ces multinationales elles-mêmes c'est très bien documenté depuis des années, sont à la source et la cause d'inégalités sociales. Et le problème en fait avec les impacts climatiques, c'est que ça accroît et ça radicalise en fait ces inégalités. Et donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, quand on disait encore il y a quelques années, mais est-ce que l'écologie, c'est pas une question de bobo ? On voit bien que ça n'a aucun sens quand on regarde les conséquences aujourd'hui du dérèglement climatique qui touchent principalement les pays du Sud. Donc là, on peut faire le lien avec la colonisation qui continue en fait à travers un système prédateur des ressources et de la manière dont on sacrifie les êtres humains sur ce système, et comment, par exemple, dans les pays du Nord, on reste encore absolument omnibulé par le concept de croissance, et ce concept de croissance qui lui-même est basé sur un système productiviste et consumériste qui ne fait que écraser et la nature et les humains. D'ailleurs, il y a un concept qui est utilisé à travers ce combat pour la justice climatique, qui est celui de lutter contre le racisme environnemental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est et qui il touche en premier lieu ? Alors, je vais donner un exemple sur l'industrie fossile, qui est une industrie contre laquelle, à 350.org, on essaie d'organiser les citoyens pour qu'ils se constituent en contre-pouvoir face à l'industrie fossile. Eh bien, si on regarde les principaux projets de l'industrie fossile, eh bien, ils sont développés en accord, bien évidemment, avec des gouvernements sur des territoires où ne se trouvent pas les populations les plus riches. Donc là, en ce moment même, il y a un combat qui est très intense au Canada qui concerne les sables bitumineux. Eh bien, ces sables bitumineux ont été autorisés à être développés sur des territoires autochtones qui normalement qui appartiennent à ces populations. Et on va complètement violer leurs droits les plus fondamentaux pour développer ces projets. Et donc on imagine que ça n'aurait pas pu être fait dans les hauteurs de Californie où se situent toutes les élites. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, par exemple Total, qui est une des principales multinationales pétrolières dans le monde, par exemple, ne va pas exploiter du gaz de schiste en France parce qu'on a considéré que c'était une énergie qui était trop polluante et dangereuse, qui pollue l'eau, qui pollue en fait toutes les ressources qui sont
sont nécessaires pour continuer à avoir un mode de vie normal. Mais en revanche, Total va développer massivement les gaz de schiste en Algérie. Donc c'est une forme assez claire de néocolonialisme. Et à nouveau, ce qu'on n'autorise pas sur notre territoire français, en revanche, on continue à le déployer massivement, donc déployer massivement les énergies sales plutôt que les énergies propres dans les pays du Sud. Et ces énergies, après, sont exportées vers les pays du Nord. Alors ces populations dont vous parlez, qui vivent déjà dans des conditions de précarité, comment est-ce qu'elles font pour lutter contre ces projets polluants, par exemple ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elles s'organisent très rapidement. J'ai cité l'exemple du Canada, donc ce fut les premières populations à s'organiser, à créer des coalitions larges et à être vraiment en tête de proue du mouvement. Et elles s'organisent tout simplement. Alors, leur cri, c'est Water is life, donc l'eau, c'est la vie. Et donc, elles n'ont pas d'autre choix. En fait, elles ne se posent pas la question de savoir si c'est trop tard de régler le problème du dérèglement climatique, si vraiment on a les moyens de le faire. Elles le font tout simplement parce que si elles ne s'organisent pas, c'est tous leurs moyens de subsistance qui leur sont ôtés. Et après, je pense que par exemple, à Paris, on est en lien avec une diaspora du Bangladesh qui s'organise contre un projet dans les Sundarbans, qui est la principale forêt mangrove dans le monde. Et ils s'organisent non seulement pour protéger leurs moyens de subsistance, mais parce que aussi leur rapport à la nature et à leur environnement est très différent de celui qui est promu, on va dire, dans les pays du Nord. Et donc, c'est une question de vie, de respect de cette nature, et donc ils n'attendent pas que des ONG internationales viennent pour leur dire comment s'organiser. Ils s'organisent d'ores et déjà. Et en fait, le racisme environnemental, il ne faut pas citer que des projets dans le Sud qui sont évidemment accompagnés donc, par les finances des pays du Nord et par les gouvernements. Il y a aussi des exemples très clairs en France. Donc, je pense par exemple à la Seine-Saint-Denis, qui a été le deuxième département le plus touché au moment de la canicule, en termes de surmortalité. Et pourquoi ? Parce que les infrastructures en fait sont faites de telle sorte que avec la bétonisation, l'infrastructure du territoire, eh bien en fait, comme je le disais, il se retrouve doublement impacté lorsqu'il y a ces événements extrêmes. Et ça se retrouve également avec la pollution, par exemple avec les autoroutes qui sont en bordure. Donc on voit qu'il y a il y a des pics de pollution de l'air qui sont extrêmement encore plus forts en Seine-Saint-Denis que par exemple dans le reste de Paris. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples de victoires de mobilisation non violente à nous donner qui démontrent que la non-violence marche ? Alors, il y en a beaucoup à travers l'histoire, mais si je peux m'attarder sur le mouvement qu'on construit contre l'industrie fossile, en fait, on a impulser ce mouvement de désinvestissement des énergies fossiles, où en fait les citoyens et les citoyennes s'organisent localement pour faire pression sur les institutions qui les entourent, que ce soit leur mairie, leur université, leur musée, pour leur demander de rompre leur lien avec l'industrie fossile, en partant du principe que, en fait, sans le consentement social, où on continue à imaginer en fait cette industrie comme étant une industrie normale qui nous accompagne vers les solutions, et bien donc c'est vraiment important de rompre ce consentement social, et en plus en les privant des moyens qui leur sont nécessaires pour prospérer. Donc ça va de l'argent au permis de construire, etc. Et bien en 6 ans de ce mouvement qui a vraiment été porté de manière organique par des différents groupes de base, eh bien, a déjà décroché plus de 900 victoires à l'heure actuelle. Et donc, par exemple, en France, il y a une campagne qui demande au Louvre de rompre son partenariat avec Total. Il y a une campagne des étudiants de Sciences Po qui demandent à l'école de rompre leur partenariat avec Total. Et ça, c'est pas juste des négociations. On va simplement écrire une lettre en demandant ça. On se rend compte qu'en fait, les choses ne bougent pas. Le statu quo n'est jamais rompu si on ne crée pas un rapport de force. Et ce rapport de force, il peut être construit à travers
toute une stratégie. Donc évidemment, réussir à mobiliser les gens en fait, qui sont autour, parler du dérèglement climatique. On voit que c'est un sujet dont on a peur de parler parce que ça fait peur, on a l'impression de ne pas avoir les solutions, alors qu'en fait, en s'organisant sur des stratégies qui sont pensées localement, eh bien, on peut avoir un impact. Et c'est aussi ce que prouve ce mouvement donc, de désinvestissement, le mouvement zéro fossile, de montrer qu'on peut s'attaquer à l'industrie la plus puissante de la planète à l'heure actuelle et les mettre en défaut. Et donc, par exemple, au Brésil aussi, pour donner un autre exemple, ils se sont organisés sur tous les territoires pour que les maires s'opposent à l'exploitation des gaz de schiste en leur privant l'accès aux routes, à l'eau, etc. Et il y a plus de 70 États déjà qui donc ont interdit le gaz de schiste au Brésil. Donc il n'y a pas de victoire qui est impossible. Il faut juste commencer à se retrouver, en parler, s'organiser. Alors d'ailleurs, vous pouvez vous organiser pour conclure très très rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Le 8 septembre, vous appelez à 500 actions dans le monde entier que vous avez appelées dans nos rues pour le climat. Juste, est-ce que en une petite minute, vous pouvez expliquer aux citoyens comment est-ce qu'ils peuvent faire ? Alors, pour résoudre la crise climatique, on sait ce qu'il faut. Pas un euro de plus pour les énergies fossiles. Plus aucun nouveau projet et le déploiement rapide et massif du 100% renouvelable juste pour toutes et tous. Et c'est ces 3 revendications qui seront portées à l'échelle mondiale. Donc on n'appelle pas à 500 actions. Il y a déjà 500 actions qui sont prévues pour le 8 septembre, mais il y en aura certainement davantage si tout le monde se mobilise. Donc vous pouvez aller sur le site qui s'appelle 350.org/dans nos rues et voir toutes les ressources qui sont mises à disposition. Donc on a vraiment tout un ensemble de kits qui permet justement, même si on n'est pas un militant expert ou un activiste, d'imaginer une action à son image, où qu'on soit, et faire partie de ce mouvement international pour la justice climatique. Merci Clémence Dubois, donc je rappelle que c'est le 8 septembre. Merci. Merci à vous.